Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 217e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour célébrer les héros français des mondiaux amateurs. 4 médailles pour la délégation française. On va recevoir 3 de ces médaillés et un des membres du staff pour vous raconter cette épopée. C'était en Albanie. Avec moi donc pour en parler aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir 4 membres de cette délégation française, dont 3 médaillés. On va commencer par les médaillés. Nicolas, ça te dérangera pas? Avec grand plaisir. Avant de faire le staff, on va commencer par notre médaillé d'or en moins de 61 kilos chez les juniors, monsieur Souil-Areski, bonjour. Bonjour. Félicitations déjà. Merci. On a notre médaillé d'argent chez les moins de 52, chez les femmes, chez les seniors cette fois-ci, Delphine Benwesh, bonjour. Bonjour. Félicitations également. Merci beaucoup. Et enfin notre médaillé de bronze chez les moins de 61 juniors également, monsieur Samba Sima, bonjour. Bonjour, salut à tous. Félicitations aussi une nouvelle fois. Et enfin le coach, un des membres du staff de cette équipe de France, il n'est pas tout seul mais il va nous raconter tout ça, monsieur Nicolas Haute, bonjour. Enchanté. Enchanté et félicitations à tout le staff cette fois-ci pour nous. Il brille déjà au présent et représente de beaux espoirs pour le futur. La délégation française revient des mondiaux amateurs de MMA en Albanie, les poches pleines de breloques. 4 médailles, une en or, une en argent et 2 en bronze, qui viennent récompenser le travail du collectif tricolore derrière coach Johnny Frachet et qui sont autant de promesses pour la suite chez les professionnels, comme le montre l'exemple Manon Fiorot. L'avenir du MMA français est entre de bonnes mains et pour rendre hommage à cette belle réussite collective, le RMC Fighter Club reçoit 4 héros tricolores de ces mondiaux, les médaillés Souil-Areski, Delphine Benwesh et Samba Sima, ainsi que l'entraîneur Nicolas Haute. Oh, huge overhand right on the money. And Samba Sima from Team France wins by knockout here at bantamweight. Now it's a much more eventful position and Benwash really unloading here. Oh, heavy shots from Benwash. This is just a hailstorm of punches and kicks. Oh wow! Commentator's curse has attacked us today here early. On l'entend de loin, de très loin, c'est la qualité sonore qu'on a pu récupérer, mais c'est la Marseillaise pour Souil, c'est ta Marseillaise, champion du monde chez les juniors, moins de 61 kilos une nouvelle fois. On va essayer de vous raconter vos parcours à tous les trois, nos 3 médaillés qui sont avec nous au studio aujourd'hui. D'abord, je voulais faire un petit bilan global un peu avec toi, Nicolas. Je le disais, il y avait 13 membres de la délégation française, 13 athlètes. 4 médaillés au final, une en or, une en argent, 2 en bronze, on répète. C'était ce que vous attendiez, le staff de l'équipe de France? C'est un bilan qui te convient, qui vous convient? En tant que coach ou en tant qu'athlète, on est d'éternel insatisfait, donc on a toujours envie d'avoir plus. C'est un bilan qui est meilleur que les années précédentes, c'est un bilan qui est historique parce que c'est 4 médailles au championnat du monde, dont une en or chez les juniors. C'est la première médaille d'or chez les juniors de l'histoire de l'IMAF pour la France. À jamais le premier, Souil. À jamais le premier. Donc on est super content et puis en plus il y a tout un historique avec Souil parce qu'il a en plus d'avoir ce record d'être la première médaille d'or, il a eu déjà 2 médailles à l'IMAF avant au championnat du monde, donc il a un record là-dessus et puis aux Europes, etc. Et donc effectivement on est content et en même temps d'être content on est super content parce qu'on avait une équipe qui était super solide. Il n'y a pas eu un combat où l'adversité n'était pas très forte, où il n'y avait pas des chances de gagner le combat. Il n'y a pas eu un combat où on s'est fait écraser. Et par contre, on sait qu'avec des petits ajustements, on peut faire encore mieux. Donc forcément on a beaucoup d'espoir pour la suite. Puisqu'on va répéter aussi, mais il y a une 4e médaille, la médaille de bronze pour Nel Ariano chez les poids lourds, chez les moins de 120 kilos. Et plusieurs éliminations en quart, j'ai tous les noms, Owen Jason, Mathilde Aschenbrenner, Bafodé Gamassa et Paul Denis Navarro. Donc il y a un résultat collectif quand même qui est assez fort, Nicolas. Ouais. Vous vous attendiez à autant? Il y avait un bilan chiffré qui était un peu prévisionnel, tu vois ce que je veux dire? C'était très compliqué de se prononcer parce qu'on est obligé de se prononcer sur des indicateurs historiques. Donc là, si on regarde les derniers championnats du monde, on avait 2 médailles aussi. C'était aussi Souil qui est présent aujourd'hui et Delphine, les 2 médailles qu'on avait eues au dernier championnat du monde. Aux Europes, on avait extrêmement brillé parce qu'on avait eu 6 médailles, dont 3 en or. On a eu Mazri, on avait eu Nel, on avait eu Mathilde. Donc on ne savait pas trop parce qu'on a mis en place le système MMA League. La fédération a mis en place le système MMA League qui permet d'avoir toute une série de compétitions en France, d'établir un classement, de dire que les 8 premiers de ce classement vont s'affronter pour des phases finales du championnat de France et que le champion de France
et dans certaines catégories, quand on le peut, le numéro 1 du classement vont partir au championnat du monde. Et on ne savait pas à quel point ce système-là allait nous permettre d'être performants sur les IMAF. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça nous permet d'être très performants, d'avoir des athlètes qui sont super solides, qui sont super disciplinés et qui ont un avenir très prometteur devant eux. Tu as devancé ma question parce que j'allais te demander pour nos auditeurs qui connaissent moins comment on se qualifie pour les championnats du monde. Donc tu viens de me l'expliquer, on a ce système. Le premier critère, c'est d'être champion de France. Et ensuite, il y a certaines catégories où parfois on a l'opportunité de placer 2 athlètes. Quand on peut placer 2 athlètes, le deuxième critère, c'est être numéro 1 du ranking, du classement français MMA League. Donc que tu nous donnes un exemple qu'on a aujourd'hui avec nos deux moins de 61 kg juniors. Comment les deux se qualifient ? On a Samba qui gagne le championnat de France. On a Souil qui est numéro 1 du classement. Donc Souil il part en tant que numéro 1 du classement. Samba il part en tant que champion de France. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une finale franco-française où Souil il fait 2e et pourtant il fait 1er au championnat du monde. Et on a Samba qui, pour la première fois, participe à une échéance internationale, donc avec une adversité qui est vraiment différente. Beaucoup de lutteurs, par exemple, beaucoup de gens du Caucase. Et Samba, malgré son inexpérience à l'international, il fait 3e, il perd sur split décision dans son combat, sur une amenée au sol, un tout petit moment d'hésitation. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que l'expérience internationale, c'est super important. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'en France, chez les moins de 21, on a du calibre mondial qui s'est formé en France entièrement, qui s'est formé dans des petites ou moyennes structures françaises et qui aujourd'hui performe à l'international. Ça, c'est impressionnant. Et tu le rappelais même, mais aujourd'hui, nos deux compagnons qui sont avec nous en studio, vous êtes affrontés 2 fois en MMA League. Un partout, si j'ai bien noté. Une victoire chacun. Ouais. Ça fait comment de se passer d'adversaire à partenaire en équipe de France finalement, même si vous étiez dans la même catégorie, donc aussi rivaux, mais vous êtes partenaire dans ce collectif équipe de France. Ça donne une force. Ça donne une force en plus. Alors, avec Samba, malgré on a combattu ensemble, il n'y a pas eu de haine au championnat du monde. On s'est poussé vers le haut tous les deux. Et Samba, comment tu l'as vécu ça ? Moi, au début, j'étais réticent, mais voilà, on savait, on avait le même objectif. On avait pour objectif de finir tous les deux en finale. Voilà, j'ai échoué sur notre mission, mais voilà, on est parti de France en mauvais termes. On est arrivé en Albanie comme si on était des meilleurs amis. Donc c'est ce qui nous a permis d'exceller le jour des combats. Donc voilà, on est rivaux en France, mais on est amis à l'étranger. On en parlait avec vous. C'était incroyable. Moi, je le dis d'un point de vue d'entraîneur, c'était incroyable à voir. Il y a même des moments, je les ai filmés tous les deux dans des moments de complicité, alors qu'ils savaient qu'ils allaient probablement se retrouver en finale. Ils s'encourageaient corps et âme pour que l'autre arrive jusqu'à la finale. Et effectivement, ils ne sont pas arrivés jusque-là, mais l'énergie qui était dégagée, c'était magnifique. Et puis, on n'en était pas loin au final. Hein. S'il y avait eu cette finale, on serait juste mis une bonne... on serait tapé dans la main et on aurait dit que le meilleur gagne, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et j'aurais gagné. Non. c'est le jeu, Souil. T'aurais mis KO, toi, t'inquiète pas. Comme l'Espagnol. On est en train de recréer une nouvelle rivalité du MMA français au Fighter Club. C'est génial. Non, mais c'est génial. Puis on en parlait en off, c'est que ça... Tu le résumes, Nico, en parlant de l'histoire de Samba et Souil, c'est aussi une force collective. Au-delà des performances individuelles de chaque athlète, c'est une équipe de France qui était en Albanie. C'était une équipe de France qui ne se connaissait pas avant le départ, ou peu, et qui là-bas a fait front comme s'ils étaient un seul homme pour aller au combat. Le soutien des différents athlètes qui gagnent, qui perdent, c'était incroyable. La Marseillaise qui était chantée à la fin du combat, les frissons qu'on avait, c'était fou. Et moi, j'ai envie de parler juste d'un petit truc, d'une petite image qu'on a eue à la fin de ce championnat du monde. Donc, le samedi, après une semaine super dure, le régime, les combats, etc., tous les combats, tous les jours. Le samedi soir, c'est la libération pour les athlètes. Ils peuvent aller faire la fête, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Et la réalité, c'est qu'ils sont tous réunis dans une chambre. Les athlètes français et les athlètes belges, parce qu'il y avait aussi une très belle synergie avec la Belgique. Je vais mettre un hommage aux Belges un moment dans l'émission. Ils sont réunis dans une chambre et ils ont décidé de faire un loup-garou tous ensemble, de faire un jeu de cartes tous ensemble. Et pour moi, cette image, elle représente à quel point il y avait une cohésion de groupe et une volonté de rester ensemble et de s'aider potentiellement. C'est les Français ou les Belges qui ont dominé le loup-garou là ? C'est nous, on les a fumés. Voilà. On les a fumés. Voilà, on plante le drapeau un peu dans la chambre là. Ils étaient très forts, les Belges. Delphine, on en avait parlé aussi en off, c'est vivre les combats des autres, finalement, c'est presque plus, dans une format de compétition comme ça, où on est dans un groupe, c'est presque plus prenant émotionnellement que ses propres combats ? Incroyable, ouais, vraiment. Pour le coup, je stresse pas beaucoup quand je combats, je suis plutôt calme, plutôt pas froide, mais... Dans ton truc. J'ai pas le sang chaud, je stresse pas. Mais par contre, quand je vois les autres combattre,
mais j'ai le cœur qui bat. Dès qu'il y a un coup, je suis stressée. Quand Souil il gagne, je pleure. C'était magnifique. C'était des émotions vraiment de fou qu'on se fait vivre les uns les autres. Et ouais, quand je suis dans mon combat, je suis pas dans l'émotion. Quand je vois Souil combattre, j'ai des frissons, j'ai les poils qui se hérissent, j'ai le cœur qui bat à 2000, quoi. Les autres, c'est pareil, on vit difficilement les combats des autres finalement. Ouais, c'est vrai que, en fait, c'est comme elle a dit Delphine, les combats des autres, il y a plein d'émotions, tout ça. Ouais, c'est souvent plus dur, c'est normal, c'est qu'on aime le pote, quoi, donc on a envie de voir le pote s'imposer, c'est normal. Exactement. Avant qu'on rentre dans vos 3 cas perso, mais je voulais finir un peu sur le bilan global, il y a une frustration, moi je trouvais, si tu peux en dire un mot aussi Nicolas, c'est Wally Tandia sur une disqualification qui est limite, qui est même plus que limite quand on revoit le ralenti. On parle d'un coup de genou porté à la tête, selon l'arbitre en tout cas, parce qu'on rappelle que les coups de genou à la tête, comme les coups de coude, sont interdits en amateur, en IMAF. C'est ça. Frustration énorme. Ouais, on a 2 énormes frustrations. On a celle-là, on reviendra sur celle de Delphine juste après, mais on a Wally effectivement qui domine un Allemand qui est super solide, qui est là chaque année. Il le domine, mais d'une façon spectaculaire. Et au milieu de cette domination, il prend un coup sur la clavicule, il prétend que c'est au visage, donc il fait tout un cinéma comme quoi il serait tombé à cause du visage, etc. Quand l'arbitre annonce que finalement, comme il n'est pas apte à reprendre le combat, c'est Wally qui va gagner, soudainement il se lève, soudainement il est prêt à combattre. Et puis finalement... Guérison miraculeuse. Et finalement, quelques minutes après cette décision pourtant rendue, c'est-à-dire qu'on a levé le bras de Wally, on a dit Wally est vainqueur du combat, et ben il y a des arbitres qui reviennent sur la décision en disant non, en fait, c'est pas une victoire, c'est un no contest, et si demain il se trouve apte à combattre à nouveau, et ben c'est pas Wally qui va passer le prochain tour, ce sera l'Allemand. Et donc finalement... On peut faire quoi ? On peut faire une réclamation dans ce cas-là ? C'est ce que vous avez fait ? On a fait une réclamation. Et ça a une chance d'aboutir ou c'est genre de réclamation pour la forme ? Voilà. On va se parler franchement. C'est plutôt pour la forme. On croise les doigts quand même pour celle de Delphine parce que c'est un enjeu qui est d'autant plus important. On va y revenir, ouais, clairement. Mais ouais, beaucoup de frustration par rapport à ça. Ouais. Et le dernier point que je voulais aborder plus global, moi qui m'a intéressé, c'est je citais notamment par exemple Paul Denis Navarro qui a été éliminé en quart de finale. Il est éliminé par quelqu'un qui lui fait de la lutte pendant 3 rounds, qui le met au sol, qui le contrôle, mais qui met 0 schéma offensif. Donc on va rappeler que dans les jugements, dans les critères du MMA, comme on le note actuellement, notamment chez les pros, c'est le dégât, c'est le damage qui va compter. Et faire une position de contrôle au sol pendant 4 minutes, c'est censé compter moins que par exemple que se prendre une combinaison quand on se relève 1-2, c'est ça qui compte le plus. On a vu que dans ces mondiaux, donc quelqu'un comme Paul, il perd on a l'impression sur les anciens critères en fait, sur le jugement. Alors c'est le ressenti que tu as eu, ça manquait un peu de cohérence parfois dans le jugement ? Voilà, ça manquait de cohérence. Il y avait des combats où c'était très cohérent les décisions et des combats où c'était pas du tout cohérent. Comme je disais, on en parlait en off tout à l'heure, mais l'équipe arbitrale a changé. Il y avait une équipe qui avait beaucoup d'expérience, l'équipe de Marc Godard qui fait les événements dans le monde entier. Et là, il y a une autre équipe qui est entrée en jeu. Je ne connais pas leur expérience et j'ai l'impression que c'était très hétérogène. Donc, il y en avait certainement qui jugeaient sur les anciens critères de jugement, enfin très vieux critères, et d'autres qui jugeaient de manière plus moderne. Et donc, on avait des décisions sur lesquelles, comme Delphine ou comme Paul, on ne comprend pas forcément la décision. Ou comme Samba. T'as raison, Samba, t'as raison de le dire. Vrai, on est dans la même configuration. Et même, c'est intéressant d'avoir l'avis de l'athlète aussi. Toi, quand t'entends le résultat, et tu te dis merde, quoi, parce qu'on ne juge pas sur ce que devrait être jugé le MMA moderne. Voilà, j'ai été déçu de la décision des juges. Parce que au niveau des dégâts, j'ai été plus offensif que lui. Mais il m'a amené au sol, j'ai pu me relever. Mais voilà, ils ont... Comment dire, favoriser ses amenés au sol que mes dégâts occasionnés en striking. Et ça m'a déçu, mais j'ai souri parce que je savais que j'avais gagné. Je le savais, voilà, je l'ai pris. J'ai accepté parce que... Le recul. Voilà. J'ai pris le recul, je sais que j'ai gagné, mais c'est pas ma décision, c'est la décision d'une personne. Mais voilà. C'est le résultat, tu l'as dans ta tête, tu sais c'est lequel. Et que j'aurais été champion du monde. J'aime bien, je pense que ça va durer toute l'émission. Et puis ce qui est aussi dans cette défaveur de ce cas, en plus on dit toujours, on se le disait aussi, mais on dit toujours anciens nouveaux critères, c'est faux. C'est des critères qui ont été mis en place depuis des années, sauf que c'est que récemment que les juges, notamment par exemple à l'UFC qui est le phare du MMA dans le monde, c'est que récemment qu'ils ont été vraiment appliqués. Mais en fait, ça fait des années que c'est comme ça et les critères, ça devrait être ceux-là et c'est ceux-là qui devraient être jugés vraiment. C'est aussi
Point négatif dans le sens où on sait qu'aux IMAF, il y a beaucoup d'adversaires qui viennent des pays de l'Est, par exemple Tadjikistan, Kazakhstan, qui ont des grosses équipes, ils viennent à 2 par catégorie parce qu'ils ont beaucoup de structure, on en parlera un petit peu à la fin. Et eux sont très portés lutte et tout ça. Donc ça va à leur avantage en fait si on juge à l'ancienne, Nico. Bien sûr. C'est ça. Hein. Clairement à leur avantage. Et d'ailleurs, ils ont un jeu qui est entièrement basé là-dessus, le fait de lutter et de pouvoir amener au sol et de conserver une position forte au sol. Ok. On va rentrer dans vos 3 cas personnels. Les gars, vous serez d'accord avec moi, un peu de galanterie. On se tourne d'abord vers la reine féminine des mondiaux. Donc Delphine Benwesh, on le rappelle, donc défaite en finale des moins de 152 kilos contre la brésilienne Juliani Pereira. On va y aller les pieds dans le plat tout de suite. Moi, j'ai vu le combat. T'as gagné le 1 et le 3 pour moi. Tranquille. Enfin, quand je dis tranquille, en tout cas, j'ai pas trop de doutes là-dessus, même si on sait que les juges, d'un fois, fonctionnent différemment. Le 2, je te l'ai dit en off, pendant le stream, ça freeze. Enfin, ça bloque la dernière minute, donc j'ai pas vu la dernière minute du round 2. Dans ta tête, t'as été volée en finale de ces mondiaux, Delphine ? Ouais, j'ai été volée, clairement. Tous mes sacrifices, tout mon travail, enfin, je dis mais c'est pas du tout c'est toute mon équipe, Nico, qui est derrière moi toute l'année, H, mon entraîneur aussi de Evry, on s'est vraiment senti déshonoré de notre travail, enfin pas de notre travail parce que c'est trop fort. En fait, c'était qu'une étape dans notre chemin qu'on était en train de baliser. On voulait cette médaille d'or avant de passer en pro. Notre objectif, c'est pas la médaille d'or des IMAF, c'est beaucoup plus haut. Mais c'est vrai qu'en fait, ça aurait juste récompensé 1 an de travail acharné, de sacrifice. Enfin, j'ai pas vu les premiers pas de ma petite nièce, j'ai dû attendre 1 ou 2 mois avant de les voir. Enfin, tout. Merci de rappeler aussi c'est quoi les sacrifices des fighters. C'est pas que l'entraînement pour le coup. C'est ça, c'est des régimes vraiment drastiques pour le coup. Quand je suis à 52, je ressemble vraiment à un squelette. C'est dur, c'est fatigant. Des entraînements cumulés. Exactement, on a fait un gros camp. Et se faire voler ça après avoir fait 100% du travail, ça fait mal au cœur. Après, c'est pas ce qui va m'empêcher de continuer de monter, c'est pas ce qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Mais ouais, effectivement, c'est hyper décevant. Samedi, j'étais inconsolable. Et il n'y a aucun doute dans ta tête que tu as gagné ce combat. Tu me disais même. Ouais, je suis allée voir. Tu as posé la question à l'adversaire, elle aussi a peu de doute en fait. Alors, j'étais à côté de mon adversaire au contrôle antidopage et je lui ai dit I'm sure I won the fight. Et elle m'a fait un petit hochement de tête, un peu gênée, etc. Et elle me disait respect. Et... Enfin, pas avec un accent anglais, avec un accent brésilien, mais, je pense qu'effectivement, c'est une injustice. J'ai gagné. Et c'est pas ce qui est écrit sur l'examen final, mais... T'as pas eu ta Marseillaise, t'as pas eu ta médaille d'or, et voilà, c'est quand même un manque quand on a fait le travail, comme tu dis, pour l'avoir. Elle a eu j'ai eu ma Marseillaise par mes compatriotes. Pendant que je combattais, ils étaient à 2000% derrière moi, ils criaient pour moi, ils chantaient pour moi, et franchement, ça me fait plus plaisir que la Marseillaise vienne de leur bouche plutôt qu'elle vienne des enceintes des IMAF. Donc j'ai quand même eu ma Marseillaise, j'ai eu mon lot de consolation. Mais c'est vrai que j'ai pas eu ma médaille d'or. Enfin, j'en ai eu une autre de ma meilleure amie. Mais pareil, elle est plus symbolique, voilà, tu vois, c'est important. Et c'est du symbolique. Combattre avec la Marseillaise derrière, tu te prépares juste à l'UFC Paris, puisqu'on sait que c'est la tradition maintenant. Sur chaque combat des Français, il y a la Marseillaise derrière. Tu disais, on voulait la médaille d'or avant de passer pro. Ça change quelque chose, toi? C'est-à-dire que tu te dis, j'ai envie d'y revenir pour aller la prendre cette médaille d'or, ou ça change rien à ton parcours? Rien à voir. Non, en fait, ça me conforte même plus qu'autre chose dans mon choix de passer pro. Je pense vraiment que moi, j'ai validé mes objectifs en amateur. Enfin, on a validé les objectifs en amateur. Et là, on va essayer d'enchaîner les combats pro pour aller vers notre objectif. Je sais pas si tu veux en parler. Bon, je vais le brocher là-dessus, et je finis un peu là-dessus. C'est début 2024, on passe pro? C'est ça, il me faut un petit peu... T'as des contacts déjà ou des choses pour des orgas? On a eu des propositions, avec la BTT, JB Shelby qui s'occupe de moi. Ouais, tout à fait, j'allais le souligner. Ouais. Qui fait un travail top d'ailleurs, et je le remercie infiniment. Je pense que le travail de la BTT, notamment cette année, on peut que s'incliner. C'est difficile de critiquer, effectivement. Et on a effectivement des petites pistes.
Et bah, ouais, N'hésite pas à le dire si t'en as envie. N'hésite Non, pas. on va passer pro. On veut juste un petit temps pour faire les adaptations parce que je sais pas encore mettre les coudes. Les genoux au visage, je pense que c'est qu'une question de réglage, ça va aller vite. Et oui, s'adapter aux 5 minutes plutôt que 3 minutes. Long quand même. C'est ça. 3x3 versus 3x5, mais en gros, on veut se laisser 2 mois et demi pour bien travailler sur la transition. Et une fois qu'on se sentira prêt, donc aux alentours de février ou mars, j'aimerais surtout qu'on ait un rythme de combat qui soit très fréquent. Un combat par mois. Là, il faut comprendre que, ça c'est un truc dont je voulais parler, il faut comprendre que les athlètes qui sont là, ils ont fait 4 combats en une semaine. Et ça, la plupart des gens, quand ils pensent MMA, ils peuvent pas penser ça. 4 combats en une semaine ou 5 combats en une semaine avec des pesées tous les matins, avec des adversaires qui sont plus forts à chaque tour. C'est vraiment un système qui est hors du circuit professionnel. Franchement, c'est dingue. Système pyramidal dans lequel chaque adversaire est plus fort que le précédent. Il a été sélectionné dans son propre pays. Le niveau d'affrontement qui a lieu à l'IMAF, c'est très, 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 très élevé. Et donc, quand tu on disais, arrive à performer comme ça... Pour préciser, les seniors, il y a une journée de repos le vendredi avant les finales, mais pour nos deux amis juniors, ça s'enchaîne. Hein. Ça s'enchaîne, le vendredi, sans c'est la journée de finale repos. directe, ouais. Et ils n'ont pas un cocard. C'est quoi, 5 combats du coup dans la semaine? C'est vraiment qu'ils sont C'est le bons. niveau de performance, c'est C'est ça ça. qu'on voit. Nico, comme tu as la parole, juste un petit mot sur Delphine. Je vais te faire dire un mot sur nos trois invités du jour. Qu'est-ce qui fait sa force? Comment tu pourrais la définir dans la cage, Delphine? Premièrement, c'est une guerrière. Ouais, c'est ça. Premièrement, c'est une guerrière. Avant toute chose, c'est-à-dire que elle est là pour charbonner, elle est là pour aller au combat, elle est là pour remporter la victoire. Elle fait pas de la figuration, elle est là pour emmener la guerre. C'est une femme qui est légère, 52 kilos. Donc, c'est des catégories dans lesquelles il n'y a quasiment pas de KO. Et elle finit quasiment tous ses combats par KO ou TKO. Et là, moi, je pense que la finale, si l'arbitre n'avait pas interrompu, c'était aux alentours de 1 minute après le début du combat, quand elle commence à la foudroyer. La nana est titube, la brésilienne. Et l'arbitre intervient pour sauver la brésilienne. Si, à mon avis, il n'intervient pas là, moi, je pense qu'on la termine dans ce round-là. Donc, ça, c'est la force de Delphine. Je voulais aussi préciser, Delphine et Samba et Souil, ils sont plus jeunes, donc ils ont un emploi du temps qui est un petit peu moins chargé, mais qui est déjà chargé quand même. C'est des gens qui s'entraînent 2 fois par jour, tous les jours, qui font X combats par an, peut-être 8-10 combats par an, minimum. Et Souil, il est à plus de 24 combats. Samba, il est à 17 combats. 17 combats, 14-3. 17 combats. Souil est à 24, j'ai noté, et Delphine à 10. Donc c'est des palmarès qui sont déjà énormes. Mais en plus de ça, Delphine, quand elle n'est pas sur les tatamis, elle est prof de PS, agrégée, elle travaille à l'université pour former les futurs profs de PS. Et elle cumule cette vie d'athlète de haut niveau avec une vraie profession au quotidien. Et donc les sacrifices, quand elle parle de sacrifices, et moi c'est ce qui m'a le plus chagriné. Amateur, j'allais dire amateur n'en a que le nom. Enfin, c'est professionnel. Pour en fait. entraîner beaucoup de pros. Pour entraîner beaucoup de pros. Ouais, c'est ça. Ils sont plus professionnels, toute l'équipe de France. Et les 3 présents qui sont ici, ils sont plus professionnels que beaucoup de professionnels que j'ai entraînés par le passé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter juste rapidement, je vais le faire pour les 3, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené au MMA, comment t'en es arrivé là? Je rappelle juste chez les amateurs, c'est qu'avant de faire ces performances-là, t'avais été 3e au monde l'année d'avant déjà. Ouais, c'est ça. 3e au championnat d'Europe l'année d'avant. Et t'as ça. pris une ceinture au Cage Warrior Academy. Ouais. C'est ça. Ouais, cette année. Beau palmarès amateur. Comment t'arrives au MMA? Quelle est ta formation dans le combat, Delphine? Alors, je découvre le MMA dans un petit club un petit peu par hasard. Sur le coup, ça me plaît pas trop, mais en fait, je pensais que c'était les sports de combat qui me plaisaient pas, mais au final, c'était l'ambiance de ce club qui me plaisait pas. Je me dirige ensuite vers le grappling. Donc, je fais 4 ans de grappling avec Fabien Brochetel. Je suis en équipe de France avec lui. Je fais 3e aux Europes de grappling. Et ensuite, je suis mutée vers Évry. Donc, je connais Johnny Frachet qui est là-bas. Je sais qu'il donne des cours de MMA et je me dis, bon, bah allez, je reprends le MMA. Peut-être qu'avec Johnny, je vais bien aimer ça. Et oui, la réponse est oui. Oui. C'est le crush. C'est le crush. Je deviens de plus en plus passionnée. Je me rends compte qu'il n'y a pas qu'au sol que je peux performer, en striking aussi. Je rencontre un coach de boxe anglaise, Hollywood, qui est aujourd'hui mon coach avec Nicolas Haute. Et il me voit mettre un coup de poing dans un sac et c'est moi qui recule. C'était il y a 1 an et demi, je ne savais pas mettre un coup de poing. Donc il m'apprend toute la boxe anglaise, je combats en boxe anglaise.
Je suis à 5-0 en boxe anglaise. Et petit à petit, c'est devenu ma force dans mon jeu. Tout le monde me prend pour une strikeuse, mais à la base, je suis une grappleuse. C'est bien. Ouais. Tu vas pouvoir sortir d'autres armes de ta poche, C'est tu vois, ça, en grappling. exactement. Ouais. Et je sais pas encore bien l'utiliser, mon grappling en MMA. Donc, ça annonce un futur assez prometteur. Et donc, c'est de là que je suis partie, quoi. Et ma dernière question pour toi, Delphine, elle sera, je l'ai cité dans mon intro, on a un parallèle pour toi chez les féminines qui est fabuleux, c'est Manon Fiorot, qui a été championne du monde en Ouais. MAF, qui est aujourd'hui numéro 2 de sa catégorie à l'UFC, qui a même été numéro 1, enfin qui est aux portes du titre. Ouais. C'est une inspiration pour toi, Manon? Alors, En plus, on n'a personne chez les strawweight à l'UFC pour l'instant. Je dis ça, je dis rien. ouais. Donc chez les moins de 52. Vous pouvez leur envoyer mon Français. CV. Hein. On fera passer le message. Mais ouais, c'est une inspi. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment très gros niveau, très gros striking. Je suis très impressionnée par son travail. Après, il y a d'autres filles de ma catégorie aussi à l'UFC qui m'inspirent beaucoup. Rose, Weili Zhang, qui ont juste un des plus beaux striking de l'UFC, filles-garçons confondus. Ouais, ça va. Toutes catégories Il y a confondues. pire à prendre. Ouais, c'est ça, vraiment. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur, hein. Je m'emballe peut-être parce que je les aime beaucoup. Je suis pas objective, mais je pense que c'est dans le top 10, top 15, quoi. Donc oui, toutes ces combattantes, dont Manon, sont des inspirations pour moi. Eh ben, merci beaucoup. On rappelle, Delphine, tu as 28 ans et on suivra avec force les débuts chez les pros en 2024. Ça on va me suivre fait ça plaisir. avec beaucoup d'attention après ces beaux résultats amateurs. Samba, tu me laisses Ah oui, avec plaisir. le roi de la KT. Avant plaisir. de te faire toi, c'est le médaillé d'or avant le médaille de bronze. Je suis désolé, hein, mais c'est la hiérarchie qui veut ça. L'année prochaine, ça sera moi le premier. On changera dans le Fighter Club l'an prochain. Souil, je te rappelle, donc on le disait, 19 ans, médaillé d'or chez les juniors en moins de 61 kilos. Voilà l'avenir qu'on a chez les moins de 61 kilos, vu ce que j'ai autour de la table. Premier médaillé d'or junior de l'histoire pour la France aux IMAF. Déjà, t'es fier d'être le premier. Je sais que le French MMA, qui est un des comptes qui a beaucoup suivi, et on leur envoie un petit clin d'œil parce merci à qu'ils ont French donné MMA, beaucoup c'est de un force. travail énorme. Exactement, comme DS Sport Content, les deux comptes ont C'est donné ça, beaucoup de ouais. force pour nos Grave. amateurs. Et je me souviens, ils avaient interrogé tous les athlètes français avant le truc, et tu disais, mon objectif, c'est d'être le premier champion U21. Ouais, je l'avais dit. Je l'avais Fierté dit. donc. Ouais, fierté. Après, j'ai envie de l'être une deuxième fois. J'ai envie de marquer l'histoire en amateur comme Mohamed Mokaev. Et je l'avais dit sur Twitter que avant que la compétition commence, j'avais dit que j'allais être champion du monde. Mhm. Et je le suis devenu. Et Quand tu dis une deuxième fois, c'est junior encore, parce que tu peux encore faire les juniors l'an prochain. Ouais, je suis encore en junior l'année prochaine. Donc 2 titres juniors, et puis on ira chercher le senior aussi après. Ouais, je vais voir. Soit senior, soit je passe pro. Ok, ouais, parce que c'est. Toi, en tout cas, il n'y a pas cette optique, comme peut l'avoir Delphine, de passer pro tout de suite. T'es jeune, il y a encore un je peu vais à faire prendre chez du les temps, amateurs. Ouais. Ouais. Comment tu viens, toi, pareil, au MMA? Est-ce que tu peux nous raconter, comme tu es très jeune, mais déjà un beau palmarès? Et puis on disait, c'est fou, mais tu as déjà 24 en amateur à 19 ans. Enfin voilà, c'est là aussi on voit que les carrières amateurs, ça donne une expérience dingue, très jeune, tu vois, quand on sait que le nombre de mecs qui ont commencé le MMA sur le tard, finalement, beaucoup plus tard que ça. Comment tu viens au MMA? Moi, je viens. Ça a commencé par le catch, vers la WWE là. Et après, je me suis réorienté avec le MMA, avec Brock Lesnar. Et après, du coup, je faisais du foot, tout ça, juste pour dans les parcs, tout ça. Comme beaucoup. Ouais. Et après, je me suis réorienté au MMA. Je me suis inscrit vers 13 ans. 13 ans, je suis allé au MMA Factory. Après, j'ai fait Hobby Fight. Après, je suis allé au NR Fight. Il y avait Jean et Johnny Fraché, Jean Ndoye. Et après, là, je suis à US Metro avec Johnny. C'est quand même dingue, mais t'as vu toutes les teams que tu viens de citer à 19 ans, t'as vu tout ce que t'as vécu, c'est quand même les meilleures teams françaises que tu viens de citer, quoi. Ça m'intéresse aussi, ça, t'es à l'US Metro, donc avec Johnny Frachet qui était le head coach de l'équipe de France là, amateur, mais qui est aussi coach de pro. Donc t'es dans une salle où il y a beaucoup de pros à très haut niveau, avec des pros à l'UFC, comme Morgan Charrière, Taylor Lapillus. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Enfin, tu vois, ça te fait progresser énorme d'être à l'US Metro? Ouais, ça me fait progresser de ouf parce que je tourne avec eux et je tourne avec tout le monde. Même plein de pros, ils me conseillent. Ils voient un peu l'univers. Genre en mode quand tu perds ou quand tu gagnes, ils connaissent la sensation. Et du coup, ils me conseillent pas mal, les pros, ACL, Morgan, Taylor, et etc.
Et côtoyer autant de pros, ça te donne envie d'aller plus vite chez les pros ou tu vois, tu mets un peu le frein et tu dis j'ai ma carrière à faire en amateur, on verra ce qui est. Ouais, premier objectif, battre plein de records en amateur. Comme ça, le prochain, quand tu vas venir, là, il va devoir charbonner pour me battre. J'aime bien mettre la barre très haute. Ouais. Mettre la barre très haut. Nico, un petit mot sur Swill quand même. Je vais te dire, hein, Swill, j'ai regardé tous les combats cette semaine. Swill, il m'a choqué en fait. La capacité au scramble face à des mecs qui font de la lutte comme des tarés depuis qu'ils sont tout jeunes, là, les Tadjiks, les Kazakhs. La variété de ses coups. Toujours avoir la bonne solution au bon moment. Il y a 2-3 combats de Swill, j'avoue, j'ai fini le truc, j'ai dit wow. Ouais. On a quelque chose là, on a quelque chose de très fort. Comment tu définirais Swill, Nico? Swill, c'est le champion du monde du shootboxing. Le shootboxing, c'est la capacité à lier la boxe et la lutte. Je pense qu'il y a très peu de gens, en France, même chez les pros, qui est capable de faire du shootboxing aussi bien que Swill. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il se met en mode boxe-lutte, il est tellement illisible, on ne sait pas s'il va boxer, s'il va lutter, s'il va kicker, personne ne sait. Il est trop compliqué quand il fait ça. Et il a une vitesse incroyable, donc il est très très compliqué. Swill a commencé à 13 ans, le MMA. Donc, il a commencé avec Samir Feydin, donc c'était tout de suite, il a été pris dans de bonnes mains. Ouais, et ensuite, son passage au B-Fight, c'était relativement court. Très rapidement, il a été avec Johnny et Jean, donc 2 entraîneurs qui ont énormément d'expérience, qui apprennent les bonnes choses. Et Swill, là où c'est la nouvelle génération, c'est que c'est des mecs, dès le début, nous, on apprenait de la boxe taille, de la lutte. Dès le début, il a appris les bons schémas du haut niveau. Samir Feydin était champion du Cage Warrior. Ça me fait penser à un Saladin Parnasse, qui a commencé en MMA direct. Exactement. Je vais te dire, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Nicolas, sur des combats dont je te parlais, je finissais le combat de Swill et je me disais, ça, c'est du MMA moderne. C'est du MMA moderne. Tu vois ce que je vais dire? Et moi, je dirais que le plus grand ennemi de Soussou jusqu'à présent, c'était lui-même. C'est lui-même, sa capacité à rester concentré, sa capacité à exploiter la totalité de son potentiel. C'est émotionnel. Il a déjà médaillé à très haut niveau parce qu'en 2021 il médaillait déjà au World IMAF, aux Europes il médaille, à chaque fois il médaille, il finit 2e ou 3e, mais il est toujours sur le podium. Et voilà, pour moi il s'est juste accompli jusqu'au bout. Peut-être que la défaite contre Samba lui a fait beaucoup de bien au championnat de France parce qu'elle lui a permis de s'ajuster et de dire ok, si je veux aller chercher le plus haut niveau mondial, il y a des phases sur lesquelles je dois être très percutant, très performant. Et là aujourd'hui, non seulement il gagne, mais c'est pas il gagne. Le champion, en finale, il surclasse le Tadjik. Il n'y a pas un espoir qu'on puisse donner la décision à l'autre. Il l'a surclassé de A à Z. Ouais. Et c'était encore plus un plaisir, je veux dire, je vais être honnête, parce que c'est Tadjik qui ont ce style un peu, tu vois, qui bloque les combats avec leur truc. T'étais devant et tu te disais, il peut rien faire là. Il peut rien faire contre le Swill en fait. Et donc t'avais un petit sourire, tu vois, en tant que Français. Tiens, celui-là, c'est pour tous les autres qui nous ont frustrés là. Et ces années où ils les ont collés en 2018, 2020. Ces années où ils ont bloqué les combats. Et je dois rendre juste un petit hommage à Johnny parce que il fait un travail de fond qui est énorme. Il est investi comme jamais. J'étais dans le coin à côté de lui. Il était au bout. Il fermait les yeux pendant la décision en espérant qu'on n'allait pas voler à son athlète cette décision. Il a eu une émotion incroyable et Joe, voilà, il fait un taf de ouf et faut le reconnaître. On le voit de plus en plus en lumière et heureusement, c'est bien. C'est mérité et je peux te dire, nous on le fait chaque année quand on fait nos awards de fin d'année. Quelque chose me dit que pour un coach de l'année français 2023, il sera très bien placé. Je pense. Pour tout toute l'année, il sera très haut placé. Mais on en reparlera en fin d'année. Swill, juste pour finir, tu l'as cité, donc ça m'intéresse. Tu as cité Mokaev, qui est aujourd'hui à l'UFC top 10, je pense, c'est chez les moins de 57, chez les Flyers, je crois, il me semble qu'il est. Ou 11e, peut-être, il est dans ces eaux-là, qui a une énorme carrière IMAF avec beaucoup de résultats. C'est une inspiration pour toi, Mokaev? Dans son parcours, tu vois. Dans son parcours, c'est ça. Pas dans le style, mais dans le parcours. Ouais, dans son parcours, c'est ça. Quelque chose que tu veux imiter, toi, ce serait l'UFC aussi dans la tête? Ouais. Ce serait, c'est ça, c'est le plan. Ouais, mais bah écoute, on a très hâte déjà de voir ça et je te disais, il est 10e, on me précise, Mokaev, dans les oreilles, et on a très hâte de voir ça et puis je disais, c'est le MMA moderne, donc Swill, on va te suivre avec beaucoup d'attention, voilà, dans les années et les mois à venir. On passe à Samba, on passe à l'homme en fait qui va devoir empêcher l'autre de battre tous les records, c'est ça si j'ai bien compris, si j'ai bien compris l'idée. Samba médaillé donc de bronze, on rappelle dans cette catégorie des moins de 61 chez les juniors, on aurait pu avoir notre finale franco-française, mais tu as déjà expliqué cette demi-finale et la frustration avec les dégâts occasionnés. Comment tu juges déjà toi ton tournoi? T'as été frustré de ne pas avoir cette finale franco-française quand même? J'ai été frustré mais très content de mon parcours parce que comme Nicolas l'a dit, c'est ma première compétition internationale parce que j'ai combattu que contre des Français,
dernièrement contre un Japonais. Mais voilà, c'était ma première compétition internationale et c'est la première fois que je voyage loin pour combattre. Et voilà, j'ai, on va dire, fait un très très beau parcours. J'en suis fier. Et voilà, je suis frustré de la décision, mais ça fait partie du jeu. Ouais, bien sûr. Bah, c'est aussi, comme tu dis, le jeu de ces sports-là où c'est un jugement humain. Donc parfois, on va être frustré derrière. Idem que tes camarades, comment tu viens au MMA? Quel est ton parcours? Je rappelle, tu as 20 ans aujourd'hui. Quel est ton parcours? Comment ça t'a mené au MMA et aux IMAF? J'étais en train de marcher dans... Oh, j'aime bien les histoires qui commencent comme ça. tu sens un scénar de film qui débute là. C'est vraiment vrai. J'étais en train de marcher avec mon ami dans le quartier. Et il y a un grand frère du quartier, Daoud, qui est venu nous apprivoiser pour nous dire qu'il y avait des cours de boxe, qui donnaient des cours de boxe, lui, Mehdi et Philibert. Donc voilà, j'y suis allé. Je me suis entraîné quelques mois avec eux. Et pendant le mois d'août, la salle, elle appartient à la mairie, donc ils ont fermé. Et il y avait une salle de MMA qui est tenue par Malik Silla. Donc Philibert m'a amené là-bas pour que je reste actif. Et voilà, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je suis avec Malik. Et voilà, j'ai aussi fait un petit peu de foot en même temps que le MMA. J'ai failli devenir footballeur, mais... Les croisés, non, tu connais? pas du tout. Il y a ça, mais aussi quand on perdait, on se rejetait tous la faute l'un sur l'autre. Or que dans la MMA, si je perds, c'est que à cause de moi. C'est très marrant. T'es Donc, pas le premier du tout. Ah ouais. T'es pas le premier combattant à me dire qu'il y a des gens qui ont fait du foot et qui ont dit j'arrivais pas à ne pas dire que c'est, enfin voilà, le côté c'est la faute du copain ou c'est la faute. Il dit au moins dans le sport de combat, si je perds, c'est moi. Exact. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers le MMA plutôt que le foot et j'ai toujours été attiré par comment dire, l'adversité. Quand j'étais petit, j'étais très bagarreur avec mes amis. On faisait tout le temps des corps à corps et je gagnais tout le temps. Mais voilà, je voulais encadrer ça. Je voulais, comment dire, voilà, m'impliquer dans une discipline. Et voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Les objectifs pour la suite, toi, c'est d'exceller encore en amateur. On reste chez les amateurs. Voilà, pour l'instant, chez les amateurs. Et comme t'as 20, tu passeras en senior l'an prochain? Ou tu restes chez les juniors? Ça dépend des dates. Mais je pense que... Ouais, ça dépend du mois de naissance. Comme habituellement, en fin d'année, je crois que ça ferait... Je serai en senior. Ça ferait un passage senior. Ouais, je serai en senior. Bon, bah c'est bon. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour nous, c'est super intéressant. Ouais, bien sûr. On va s'entraider pour... On va aller chercher tous les deux nos médailles d'or pour... on va frapper les Tajiks, les Kazakhs. Voilà. Tout le monde. Nico, un petit mot sur Samba et le type de combattant qu'il est. Pareil, je vais t'avouer, devant les combats de Samba, moi j'ai été très très agréablement surpris. Je t'avais pas vu combattre encore Samba, je suis honnête. Et j'étais un peu comme Swill aussi. Voilà, je me suis dit, eh ben là on a un sacré talent. Et je vais même te dire, j'ai quelqu'un ici dans la rédaction qui m'a envoyé un message pendant la semaine qui m'a dit mon nouveau chouchou pour les années à venir, il s'appelle Samba Sima. Donc qu'est-ce que tu pourrais me dire sur lui et ses qualités de combattant? Exactement la même chose que ça. C'est-à-dire que Samba, pour nous c'est la pépite de la compétition. Soussou, ça a toujours été notre chouchou, c'était le plus jeune, performant, etc. Et on a Samba, le rival de Soussou, qui arrive dans l'équipe de France. Et c'est on l'a vu s'exprimer il y a 2 secondes, c'est une crème. Il est super peace, il est super gentil, il est super respectueux, super bien éduqué. Et le mec, quand il rentre dans une cage, il tue tout le monde. Il reste aussi calme dans la cage qu'il est en extérieur de la cage. Je l'ai vu se prôler, se retrouver dans des positions super bizarres en grappe. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Froideur, normal. Il met une frappe, il se sort de la situation. On l'a pas vu au sol. On l'a quasiment pas vu au sol sur cette IMAF. Mais j'ai décelé un énorme potentiel au sol. Je suis sûr qu'en vrai, on avait un game plan de ne pas aller au sol, mais je suis sûr qu'il est super bon au sol. Il est super complet. Et puis voilà, quoi, on en veut plus des jeunes comme ça, qui sont déterminés, qui sont travailleurs, qui sont des tueurs et qui sont aussi calmes, respectueux et matures. Et j'ai l'impression, là, entre les deux, même en 3 quarts d'heure ici, que la rivalité qui, des fois, des rivalités peuvent être négatives ou t'amener vers le bas, là, j'ai l'impression qu'elle vous monte plutôt vers le haut et qu'il y a plus qu'une rivalité, il y a, on s'entraîne ensemble, quoi. Enfin, tu vois, on se monte ensemble. Ouais. On monte à chaque fois, on met tout le temps la barre haute. Ouais, c'est ça qui est important. Comme Malik Moukot l'a dit, il y a la rivalité Ferrari-Lamborghini, c'est comme Swill. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. En plus, ils me font des punchlines. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces jeunes déjà passés? Qui la Ferrari? Ferrari? C'est lui, moi je suis Lambo.
Je suis Lamborghini. Ouais, c'est ça. C'est bon, t'acceptes, Ouais. Will Lambo, Attends, c'est c'est les qui meilleurs. les numéros 1? C'est Lambo. Ah Non, ça dépend pour les personnes, mais voilà. Plus spécialiste de combat que de voiture, j'ai l'impression. Je voulais juste rapidement, on va avoir un petit invité surprise pour vous aussi au téléphone, mais juste rapidement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, vous faites, on rappelle, en amateur, hein, donc il y a 5 combats en 5 jours ou 4 combats, puis un jour de pause, comme tu as eu Delphine, puis la finale le samedi. C'est une pesée tous les jours. On se repèse tous les jours. Comment on vit ça et comment on gère ça? Vu que tu me disais que tu ressemblais à un cadavre à moins de 52, la Ouais. parole est à Delphine tout de suite. Dis-leur l'heure. Comment on gère pesée. ça? Les Alors, horaires. la Ah ouais, pesée est à 6 heures. Enfin, non, la navette pour partir à la pesée est à 6 heures. Donc, on est confronté à 2 choix quand on n'est pas tout à fait au poids. Le premier choix, c'est de cutter le soir. Donc, cutter, ça veut dire perdre de l'eau parce qu'on n'a plus rien d'autre à perdre. Donc, cutter le soir. Et du coup, dormir, si on y arrive, déshydraté. Et c'est un petit peu plus long à récupérer. Oui, donc c'est pas comme les pros qui cut puis partent à la pesée. C'est ça. Là, tu dors déshydraté. Il y a le choix. Ou l'autre choix, c'est de se lever à 4 heures. Désolé Nicolas, hein, parce que c'est C'était le ton choix. choix qu'on a fait. C'est se lever à 4 heures, cutter à 4 heures du matin, aller à la pesée, comme ça on reste le moins longtemps possible déshydraté. Et ensuite se réhydrater et rebelote tous les jours. Mais c'est tous les jours, c'est ça la dingue. Ouais. On n'en peut plus, les gars. Surtout qu'à la Non, finale, on a eu une ça petite va. frayeur. Vas-y. Oh. Ouais, en fait, il y a une fatigue qui s'accumule, il y a une fatigue du cut qui s'accumule, il y a une fatigue de la semaine, on récupère pas parce que le lendemain, il faut refaire un cut, on passe la journée à l'arène, on sait pas, parfois on combat à 14h, 15h, 16h, on rentre à l'hôtel, il est 20h. C'est extrêmement fatigant. Et ouais, ils ont eu le courage et l'abnégation de faire ça. Ce que je recommande toujours, moi, pour les amateurs, c'est d'arriver au poids pour éviter ces choses-là. Ouais, arriver au poids et rester sur Arriver ce au poids et rester constant au tout poids, le c'est temps. le mieux. Après, parfois, quand on est sur des transitions où on passe de l'amateur et on se dirige vers du pro, parfois on fait des main events comme elle a fait à Colchester au Cage Warrior, où en fait la pesée c'est la veille, donc ton poids il commence à monter un petit peu plus pour s'habituer à ces... Et donc ça devient un petit peu plus difficile. Donc nous, c'est vrai que sur la pesée, on a eu un vrai travail qui est fatigant. Et ouais, il faut être discipliné, c'est comme tout, quoi. Il faut être super discipliné. Psychologiquement, les gars, c'est dur, la pesée chaque jour. Ouais, c'est trop dur. C'est super dur. Et c'est dur, mais chaque jour, c'est plus dur. Voilà, de plus en plus. Ouais. Et il y a des petits filous qui veulent se faufiler pour se faire peser avant les autres. Ouais. Et voilà, on a eu une bonne... on a été de la sécurité, on a fait de la sécu. Vous avez fait sécurité. Les Tadjikistan, enfin les mecs du Tadjik, Ils essayent de... ils se faufilent, mais non, on était solides, on était soudés, et on a fait la sécu. Ils ont fait la queue comme nous pendant 1 heure, et ils sont passés juste après nous. Mais c'est une super prise d'expérience parce qu'on sait chez les pros, on le dit toujours, le premier combat c'est de faire le poids. Ouais. Et en faisant ça 5 fois dans une semaine, je trouve que c'est aussi des préparations, Nico, tu vois, à ce que demande le monde pro au final. Ouais, c'est et sûr. au premier travail qu'on a à faire en tant que combattant professionnel. Je vous disais qu'on allait avoir quelqu'un au téléphone, c'est le grand pape de cette réussite collective de l'équipe de France amateur, Le mastermind. président de la MMAF, donc la fédération qui est sous l'égide de la fédération de boxe toujours pour l'instant, et donc chapeauteur en chef de toutes les équipes de France, monsieur Lionel Brézéfin, bonjour. Il est au téléphone avec nous. Bonjour à tous. Comment ça va Lionel? Salut Lionel. Très bien, très bien. Salut Lionel. Bon, t'as vu, j'ai une belle équipe de France autour de moi. Là, on célèbre et on rend hommage dans le Fighter Club à la réussite de l'équipe de France. Et Lionel, on s'en parlait aujourd'hui, on s'échangeait des messages, mais la réussite de cette équipe de France, il n'y a pas d'équipe de France sans fédération et c'est aussi et surtout le travail de la Fédé. Est-ce que tu peux nous raconter ça, Lionel? Oui, déjà, merci de les recevoir. C'est super chouette. C'est des beaux résultats. C'est une belle équipe, aussi bien au niveau des athlètes que des staffs. Donc c'est un bel échantillon. Et effectivement, les gens qui sont venus sur les équipes, les gens qui sont venus sur le championnat du monde sont champions de France ou tout du moins avec un très bon placement dans le classement de la MMA League. Oui, tout à fait. Et ensuite, donc c'est la MMA League, on rappelle qu'il pour participer, il faut aussi avoir passé ses grades. D'abord, le grade vert qui permet de combattre. Oui. C'est tout le système fédéral en fait qui est récompensé au bout par ces résultats, Lionel. Oui, parce que la MMA League, c'est d'abord un grade technique vert qui est le minimum technique requis pour aller en compétition. Et à l'issue de ça, ça nous permet de pouvoir faire les championnats de France et les meilleurs des championnats de France sont proposés pour aller sur les championnats du monde.
Et intéressant aussi, parce qu'on en parlait, je trouve que c'est important que tu l'expliques à nos auditeurs, mais ça reste une fédération, c'est de l'amateur, ce qu'on disait. Et il y a un investissement financier pour envoyer une équipe de France en Albanie participer à ces championnats du monde avec une délégation de 13 athlètes. Il y a des moyens mis en œuvre par la fédération. C'est aussi un investissement, Lionel. Oui, l'idée c'était de pas pénaliser le parcours sportif et le parcours des athlètes avec un engagement financier qui soit trop important. Donc la fédération a absorbé les coûts liés à l'hébergement, à l'inscription, à la nourriture. Donc c'est une enveloppe de 25 000 euros pour envoyer 13 athlètes. Mais c'est aussi un pari qu'on fait sur les talents qui se sont révélés. Et puis l'indicateur qu'on a là avec 4 médaillés, c'est que mine de rien, le niveau sur la MMA League, il est quand même élevé. Et c'est plutôt encourageant pour la suite qu'on ait réussi à faire autant de médailles là depuis 2020. Ça prouve que le MMA en France et surtout que cette génération-là, ceux qui arrivent là, la nouvelle génération, que le niveau est là, quoi. Oui, il est là, on le confirme. Ce bilan de 4 médailles, il est pour toi le patron de la Fédé, il est satisfaisant? C'est ce que tu attendais? On attend toujours plus de médailles. Moi, je suis surtout satisfait de l'attitude des combattants. Je suis très satisfait de l'ambiance qu'on a eue sur cette compétition, parce que au-delà du savoir-faire, on a eu une très 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 belle équipe. C'est-à-dire ils se sont soutenus, ils étaient présents au pesé, ils étaient présents dans les tribunes, ils ont fait des bons combats, ils ont tout donné. Il y a des décisions sur lesquelles on n'est pas forcément alignés, nous, aussi bien staff technique qu'athlète, avec les décisions qui ont été rendues. Après, voilà, c'est les aléas du sport. On sait qu'on a bien fait et on sait qu'on peut encore faire mieux. On en est persuadé en tout cas. Je sais aussi que et je te laisserai ensuite Lionel, mais pendant cette semaine des IMAF, on a eu aussi des débats sur les réseaux sociaux sur les moyens qui étaient alloués par certains pays pour le MMA amateur par rapport à la France. On parlait de Tadjikistan tout à l'heure, Kazakhstan, quand même des équipes avec 40 personnes. Ils sont aux IMAF depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils ont fait toutes les tranches d'âge des IMAF avant de monter. C'est quelque chose vers lequel vous voulez tendre? Tu vois, aller vers ce modèle-là, Tadjik, Kazakh, avec beaucoup de moyens, ou tu considères que les moyens mis en œuvre pour l'instant pour l'équipe de France sont suffisants par rapport à un sport qui est quand même jeune? On rappelle qu'il est légalisé en France que depuis 2020, le MMA. Les moyens qu'on engage sont proportionnels, si tu veux, au nombre de licences qu'on a et au nombre de clubs qui s'affilient. Donc de toute manière, si on n'a pas de licenciés, si on n'a pas de club, ça va être compliqué de faire et les MMA League. On a fait 8 étapes l'année dernière et en même temps pouvoir emmener des gens sur les compétitions. Moi, je préfère qu'on emmène des médaillables. Le but, c'est pas forcément d'emmener 40 ou 70 personnes, mais c'est d'emmener des gens qui ont des chances de médaille et pour l'instant on est plutôt bien. C'est ce que je faisais à l'époque à la CFMMA et j'ai fait des sessions où on partait à 4 mais on revenait avec 3 médailles. Donc l'idée pour nous c'est d'engager des gens qui sont médaillables et pour l'instant ça fonctionne. On peut mieux faire mais ça fonctionne déjà très bien. Et puis je tiens à rajouter, mais parce que je le sais, souligner l'importance du travail du staff. Nicolas, je te regarde aussi pour ça, mais le travail de Johnny, le travail de Lionel aussi, qui s'adapte aussi, qui regarde ce qui se passe aux IMAF pour adapter aussi la façon dont on prépare nos athlètes, parce que selon ce qui se fait dans les pays étrangers, je sais qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Donc, on n'a pas parlé depuis le début de Christophe Dafreville, qui était... Tout à fait, t'as raison, je l'avais noté. Qui était un soutien technique, tactique, mais aussi moral très fort pendant cette compétition sur le staff technique et d'entraîneur. Donc on salue Christophe et on lui passe le big up. Et Johnny pour tout le travail d'analyse, parce que c'est aussi une super ressource qui a permis de mettre en place aussi les stratégies technico-tactiques et bravo aux spécialistes. Et bravo au coiffeur de Nicolas Haute aussi. Forcément. Forcément, on n'en parle pas assez. Voilà, c'est tombé en fin de conversation comme ça, on n'attendait pas. Merci Lionel Brézéfin. Venant de la part de Lionel, c'est un vrai compliment. Alors, je tiens à défendre la confrérie des chauves, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais comprenne qu'il faut. Merci beaucoup Lionel, c'était un plaisir de t'avoir 5 minutes au téléphone. Merci beaucoup. On va boucler l'émission, c'était un plaisir d'avoir ces conversations avec vous. Je suis ravi d'avoir pu faire ça. On est en live sur Twitch et on sera disponible sur YouTube. Donc je voulais juste, est-ce que vous pouvez me montrer vos belles médailles là? Est-ce que vous pouvez vous lever les trois là? Souil, Delphine, Samba. Elle n'est pas aussi belle qu'elle devait. Alors oui, pour vous tout dire, puisque nous on est en live, elles sont un peu cheap les médailles des IMAF. Hein, je vais pas vous mentir, elles sont toutes fines. Il y a un petit peu un côté médaille que tu peux acheter dans un magasin de sport, tu vois. Mais en tout cas, voilà, ça fera des beaux souvenirs pour vous, c'est l'important. Et en 10 secondes chacun, très vite, je voulais juste que vous me disiez un mot sur chacun des trois autres. Delphine, dis-moi un mot sur Samba et un mot sur Souil. Comment tu les définirais en un mot pour qu'on fasse très vite? Samba. Samba, il me faut une phrase. Ou une phrase, comme tu veux, un mot ou une phrase.
il est toujours là pour tout le monde. Il porte le sac de Serge Poteau quand Serge Poteau est fatigué, qui est le petit papy de la fédération. C'est une crème, c'est un amour, franchement. Et dans la cage, c'est un monstre. Et Souil. Souil, mais pareil, adorable pour tous les membres. Enfin, moi, il me propose d'aller marcher pour m'aider à perdre le poids alors que lui, il est au poids. Enfin, une perle. Et... pareil, il s'occupe des personnes âgées. Exactement, exactement. Non, Souil, waouh, potentiel de malade. Samba, sur Souil. Sur Souil, c'est avant tout, c'est un adversaire, c'est devenu une personne que j'apprécie. C'est une personne qui me permet de me pousser vers le haut. Parce que je me dis, voilà, de devenir meilleur, merci. Parce que il est là et j'ai envie d'être là. Donc c'est un adversaire avant tout, mais c'est une source d'inspiration. Voilà, j'ai vu les résultats qu'il a fait et j'ai envie de faire de même et encore plus. Donc il m'inspire. Et un mot sur Delphine ? Delphine, c'est une grande sœur. C'est un plaisir d'avoir partagé ces IMAF avec elle. Elle est très très touchante et c'est une personne incroyable au quotidien. Donc change pas et merci d'être qui tu es. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut dire un mot sur Nico ? Oui, bien sûr, mais attends, je finis avec Souil qui dit un mot sur vous deux. Si tu veux, tu diras un mot pour conclure sur Nico. Souil. Moi, je dirais Samba, c'est quelqu'un de humble et de très fort à la fois. Ouais. Merci. Et Delphine ? Et Delphine, c'est une championne. Et maintenant, vous avez 30 secondes pour vous lâcher sur Nicolas Haute avant que je conclue l'émission. Vas-y. Allez-y. Nicolas Haute, c'est l'ordinateur avec Johnny et Daf. C'est un mec tout le temps dans les petits détails sur les stratégies. Et ouais, c'est ça, c'est un ordinateur. Les deux autres, un petit mot sur Nico ? Je dis comme ça, on finit en beauté. Nico, c'est une rencontre incroyable. C'est un passionné, un technicien, un très bon technicien. Et voilà, il nous a, enfin en tout cas pour moi, il m'a apporté un côté technique, mais aussi un côté humain. Et c'est ça qui m'a plu. Et voilà. Merci pour tout, Nico. Merci à toi. Delphine, on conclut avec toi. Nico, c'est l'alliance entre la compétence de haut niveau et l'investissement de haut niveau. Il est aussi investi que compétent et ça fait que des merveilles. T'as pas besoin de brosse à reluire ce soir, Nicolas. Elle a déjà été passée dans le Fighter Club, en tout cas. Merci beaucoup à vous quatre pour la présence. C'était très cool. Beaucoup. Et un big up, parce qu'on en avait parlé dans l'émission, la Belgique avait 10 athlètes au championnat du monde. Ils ont fait 5 médailles. Il y a notamment le titre pour Inès Boulabarge, mais aussi pour Patrick Abirora, qu'on a déjà reçu ici, et qui va faire du sale chez les pros. Je peux l'annoncer déjà. Donc un gros big up à cette équipe belge. On sait qu'il y avait beaucoup de rapports entre vous. On les adore. On les adore. Messi, Motsar. Big up à eux, ouais. Motsar aussi, même s'il est tombé en quart. Enfin voilà, il y a du monde. Ouais. Tous. Il y a du monde sur la Belgique et ça nous ferait plaisir. Mais vous, on va vous suivre tous les trois. Cette équipe. Ouais, et tous les trois. Et Nicolas, enfin, on suivra de toute façon les aventures aussi. On peut dire un dernier mot aussi. Conclue, vas-y. Voilà, merci à nos partenaires d'entraînement parce que c'est nous qui brillons dans la cage. Mais voilà, sans eux, on progresse pas. Merci à ceux qui en ont. Merci à nos sponsors. Merci à nos coachs aussi, qui s'investissent énormément, et à nos familles qui, voilà, ils sont pas dans la cage mais ils se restent autant que nous. Donc merci à notre entourage, en tout cas pour moi, merci à mon entourage et merci à tous. 100% d'accord. Bien élevé Samba, vous me l'avez bien dit. Il a tout résumé. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. On est aussi sur YouTube, vous pouvez vous abonner chaque semaine. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et suivez tous ces 3 futurs champions du MMA français. Ils sont déjà brillés chez les amateurs et ils brilleront aussi chez les pros. Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.